Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer par reprendre le visionnage de la série qui nous est proposée par notre partenaire, le Clémy. Vous le savez, ça s'appelle La famille tout écran, une série qui a pour objectif de donner des éclairages utiles et pratiques aux parents quant à l'utilisation du numérique au sein des foyers. On va regarder un épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Alexandra De Villers qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Très bien. Bon, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Des filières hors Parcoursup. Hors Parcoursup. Et justement, Parcoursup vient d'ouvrir ses portes et c'est notre sujet du jour. On vous propose donc aujourd'hui une émission un petit peu spéciale sur cette plateforme qui inquiète autant qu'elle passionne. Et on va en parler avec notre invitée du jour. Elle s'appelle Anne Cyrier. Bonjour Anne. Bonjour Philippine. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Vous êtes coach et consultante en orientation. Notre chroniqueuse aussi connaît par cœur ce sujet. Vous le savez puisqu'elle en parle régulièrement dans l'émission. On voit ça dans un instant, juste après le focus. Pour Myriam, les écrans ne sont pas des vrais jouets, mais pour ses enfants, c'en est toute une autre histoire. On regarde ensemble tout de suite un nouvel épisode de la série La famille tout écran. Bravo, tu as gagné licorne d'or. Ouah, super! Les enfants, vous avez passé toute la journée devant vos écrans. Ce serait pas mal d'aller dans vos chambres et de jouer avec de vrais jouets, non? Ah, enfin, on va pouvoir souffler. J'ai le processeur qui commence à chauffer. On ferme, on éteint, on arrête, on range tout ça. Vous avez plein de jouets là-haut, alors montez, vous amusez. Au secours, j'ai la tête qui tourne. Bon, je vous ai dit d'arrêter avec les écrans. Non, j'ai rien dit. Faut nous sortir de là. Vous l'avez compris ? Il faut privilégier les activités qui vont booster votre motricité et votre imagination. Alors, jouez aussi sans moi. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Je me mettrai en veille. Quelqu'un a vu ma planche à découper? Eh ben voilà. Ça fera très bien l'affaire, ça. Non. Ça y est, l'heure fatidique est arrivée. Et comme chaque année, vous le savez, l'ouverture des vœux sur la plateforme Parcoursup a été attendue par quelques 900 000 candidats au bac qui souhaitent poursuivre une formation dans l'enseignement supérieur. Passage obligé et redouté de nombreuses familles. Le processus est long, fastidieux et non dépourvu de stress. Alors, quelles sont les dates à retenir, les grands moments, où s'inscrire et comment formuler ses vœux? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Anne Cyrier, coach et consultante en orientation. Anne, je rappelle aussi que vous avez accompagné plus de 2000 jeunes grâce à des bilans d'orientation, des coachings carrière dans plusieurs écoles de management. Vous donnez aussi des conférences sur l'orientation et être aussi à vos heures perdues, jury de concours pour les entretiens de motivation. Autant dire que Parcoursup, vous connaissez par cœur. Est-ce qu'on peut peut-être, au début de cette émission, commencer par rappeler le principe de Parcoursup? Est-ce qu'elle s'adresse par exemple à tous les lycéens et est-ce qu'elle concerne toutes les filières? Alors effectivement, Parcoursup concerne toutes les filières, que ce soit des bacs généraux, des bacs technologiques ou pro. Et Parcoursup, ce n'est pas uniquement pour les lycéens. En fait, c'est pour toutes les personnes qui veulent candidater dans le supérieur. Donc on va trouver 80% de lycéens, mais pour le reste, on a des personnes en réorientation ou des personnes qui veulent reprendre leurs études. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve justement sur Parcoursup? Des renseignements, des informations, la possibilité aussi peut-être de formuler ses vœux? C'est exactement ça. Ouais. En fait, Parcoursup, c'est à la fois un lieu d'information, c'est une multitude d'informations, c'est une mine d'or pour les étudiants, pour les lycéens, pour leurs parents, pour les professeurs, pour les coachs. On va trouver des informations sur les 23 000 formations qui sont actuellement disponibles, quand même. On a un beau catalogue. On va trouver les critères de sélection, on va trouver les modalités de candidature et même maintenant les journées portes ouvertes. Donc c'est vraiment tout ça sur le même format et dans un calendrier homogénéisé. C'est ça qui est sympa pour les jeunes, c'est qu'on leur simplifie vraiment
vraiment les choses. Alors, on va en parler justement des grandes dates de Parcoursup, le calendrier, les grandes dates à retenir en quelques mots. Vous pouvez nous les partager? Voilà, donc on vient de se terminer la première période qui était une phase de consultation uniquement pour se familiariser avec la plateforme. Depuis mercredi 17 janvier, eh bien, les jeunes ont la possibilité de formuler leurs vœux. Ils auront la possibilité de formuler 10 vœux, on va dire 20 vœux au total. Et ça va être jusqu'au 14 mars. 14 mars, les vœux vont être bloqués. Ils ne pourront plus en rajouter, ils ne pourront plus en supprimer. Et à partir du 3 avril, les établissements auront accès au dossier des candidats pour donner leur verdict le 30 mai. Alors, Parcoursup aussi, version 2024, est un peu différente que celle de l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les grandes évolutions de cette plateforme? Ben justement, je suis allée les consulter et je les trouve vraiment très intéressantes pour les jeunes. La première chose, c'est qu'à partir de maintenant, il va y avoir un comparatif. Donc, on a l'habitude d'utiliser les comparateurs, d'utiliser des filtres. Et donc, les jeunes vont pouvoir comparer les établissements entre eux avant de les sélectionner. Et encore mieux, je dirais que l'orientation, c'est tout un processus, c'est tout un projet qui se met en place, eh bien, les étudiants, dès la seconde, vont avoir accès à leur dossier Parcoursup, qui vont pouvoir les suivre. Ils auront des informations comme, par exemple, les choix de spécialité, les options à choisir, tout ça pour être vraiment en phase avec ce qu'attendent les établissements. Donc ça, c'est super important. Il va y avoir les dates des journées portes ouvertes. Il va y avoir également les taux d'insertion, notamment pour les BTS et les licences pro. Donc tout ça, ce sont des informations clés pour les futurs étudiants. Effectivement. Alors, les lycéens de terminale peuvent formuler, vous l'avez dit, jusqu'à 20 vœux. Est-ce qu'on met un ordre dans ces vœux? Alors justement, c'est tout l'intérêt, pas besoin de mettre un ordre de vœux. En revanche, il y a toute une petite subtilité autour des vœux avec un système de vœux multiples et de sous-vœux et qui est en fait drôlement simplifié pour les parents et pour les enfants qui vont être sur cette plateforme puisque le décompte se fait de façon complètement automatique. Donc, effectivement, c'est une spécificité dont il fallait qu'on parle. 20 vœux aussi, c'est une question que se posent aussi les parents qui nous regardent. Est-ce que ça n'est pas trop quand on pense à UCAS, le système d'admission post-bac en Angleterre, notamment au Royaume-Uni? 5 vœux maximum. Est-ce que 20, c'est pas trop? Est-ce qu'on s'y perd pas trop? Alors, on s'y perd ou on s'y perd pas. En tout cas, c'est une possibilité qui est offerte aux jeunes. Donc, faut le voir comme une opportunité. Exactement. C'est une opportunité. Ils vont pouvoir positionner, souvent, c'est entre 7 et 10 vœux qu'ils vont positionner. Et dans ce qu'on va considérer aussi comme un vœu, ça va être par exemple un vœu en BTS, mais qui peut être dispensé dans différents établissements. C'est ça qui va compter comme sous-vœu. Donc, si je candidate à 4 établissements dans 4 villes différentes, c'est quand même la même formation. D'accord. 20 vœux, Alexandra, je voulais réagir. En fait, c'est 10 vœux et puis il y a la possibilité de mettre 20 sous-vœux. Donc c'est ça aussi qui est important. Il faut bien comprendre ça pour les familles. Et oui, c'est beaucoup quand même. Il faut réfléchir. 10 vœux, on va dire que ça me semble optimal. Mais il faut bien faire attention parce que si on met des vœux multiples, eh bien on a énormément de choses à rédiger. Donc attention quand même pour les jeunes. Moi je dis toujours, il faut postuler à des formations vraiment qui vous intéressent. Exactement. Et non pas postuler parce qu'à chaque fois comme ça, je veux dire, à chaque fois qu'on fait un vœu, il y a une lettre de motivation. Et peut-être d'autres choses, donc attention. Effectivement, et tous ces sujets de lettres de motivation, des grands entretiens aussi, on va en parler dans un instant. D'abord, je voulais savoir si on a une idée au moment où on postule, Anne, pour une formation, du profil d'élèves qui est recherché, en se basant par exemple sur le profil des lycéens qui ont été sélectionnés les années précédentes. Alors, justement, charge à chaque établissement d'indiquer quels sont les critères sur lesquels ils vont se baser pour sélectionner les candidats. Ici, ça va être la moyenne en maths ou le rang dans la classe. Là, ça va être un engagement ou une prise d'initiative. Voilà, chaque établissement va donner les critères ainsi que la pondération pour ces critères. Donc oui, c'est transparent. Après, c'est encore mieux d'aller aux journées portes ouvertes pour discuter avec les professeurs, prendre la température en quelque sorte et avoir d'autres informations en sa possession. Alors, si on soulève le capot de la machine Parcoursup et si on continue de le faire, 20 vœux maximum. Donc, vous nous l'avez expliqué toutes les deux. Les candidatures sont ensuite envoyées à chacune des écoles et des universités auxquelles les élèves auront postulé. On le rappelle juste, c'est pas Parcoursup qui choisit. Hein. Ah non, Parcoursup, c'est juste une plateforme qui centralise les candidatures, mais derrière, ce sont bien les établissements qui choisissent selon leurs propres critères. Et alors, avant de postuler sur Parcoursup, il y a la fiche à venir. Elle est aussi importante que les choix qu'on y met. Alors là aussi, tout dépend effectivement des critères des établissements. Certains vont pondérer très fortement cette fiche à venir. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est un peu souterrain jusqu'au moment du verdict de Parcoursup, c'est-à-dire le 30 mai pour cette année. Eh bien, c'est une appréciation qui est donnée vœu par vœu
aux établissements sur la candidature. Est-ce que c'est un avis favorable, moins favorable, avec une appréciation. Et certains établissements vont se baser effectivement de façon fondamentale sur l'avis de la fiche à venir. Une autre étape, effectivement, Alexandra, vous en parliez, je voudrais avoir votre avis là-dessus. On s'arrête sur une étape particulièrement importante dans le processus de sélection, c'est celui de la lettre de motivation. Faut-il obligatoirement, justement, rédiger une lettre de motivation avant de postuler aux formations souhaitées? Peut-être Anne pour commencer, puis ensuite Alexandra. Alors, c'est une des nouveautés de cette année, c'est-à-dire que là où la lettre de motivation était obligatoire jusqu'à présent, elle est devenue facultative. C'est-à-dire que là aussi, ça fait partie des critères que les établissements vont mettre ou non dans leur dossier de candidature. Alors, quel conseil, Alessandra, vous pourriez donner à un jeune qui stresse un peu devant sa lettre de motivation en disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois mettre là-dedans ?» Alors, effectivement, c'est pas simple pour eux. Ils n'ont pas été formés, quand ils sont lycéens en terminale, à rédiger une lettre de motivation. Je crois qu'il faut faire les choses assez simplement, c'est-à-dire expliquer, déjà se présenter, parler de soi. C'est important. Et puis, expliquer pourquoi on choisit cette formation, pourquoi on a envie de postuler dans cette école. Et là encore, les journées portes ouvertes sont essentielles parce que c'est là qu'ils vont récupérer les petites informations qu'ils vont pouvoir mettre en avant dans cette lettre et qui va montrer à la formation qu'ils se sont déplacés, donc qu'ils sont vraiment intéressés. Effectivement. On est limité aussi en nombre de lignes, de caractères sur cette lettre de motivation. Là aussi, c'est chaque établissement qui décide du nombre de caractères. Il y a une autre étape importante, l'entretien. Nombreux seront celles et ceux qui passeront par là. Comment est-ce qu'on fait pour s'y préparer au mieux, Anne? Alors, l'entretien. Donc, c'est effectivement souvent le baptême du feu du jeune qui va devoir se vendre en quelque sorte pour la première fois de sa vie. Donc, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est faire le lien entre leur projet, ce qu'offre l'école, et leurs atouts pour réussir. Et donc, c'est une espèce d'alchimie qui va s'opérer. Donc, il faut qu'ils soient déjà assez au clair sur ce qu'ils recherchent. Lors des journées portes ouvertes, ils auront effectivement déterminé, comme on l'a évoqué avec la lettre de motivation, ce qu'ils ont retenu. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait de l'alternance? Est-ce que c'est l'international? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en avant là-dessus? Et montrer comment ils répondent justement à ces atouts en donnant des exemples concrets. Souvent, lors des entretiens, ce qui manque, c'est vraiment d'incarner les propos qui sont donnés. Il ne s'agit pas juste de donner quelques adjectifs pour se qualifier. Voilà, exactement. Mais et s'entraîner. Et s'entraîner. C'est important. Et réfléchir à qui on est. C'est oui, très important. Comment on fait ça? Parce qu'effectivement, on va en parler dans la deuxième partie du talk. D'accord, il y a des choses très simples. Quelles sont mes qualités, mes compétences, mes défauts? Quelles sont les expériences que j'ai vécues? Enfin, il faut vraiment... Comment ça m'a transformée? Qu'est-ce que je suis devenue grâce à ça? Bon, et de tout ça, vous voyez, ça fuse en plateau. On en parle dans la deuxième partie du talk. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Image vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Anne Sirier, coach et consultante en orientation. Anne, si vous le voulez bien, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers qui a une idée derrière la tech. Au sujet de votre chronique aujourd'hui, au programme de votre chronique, les formations hors Parcoursup, c'est dans le thème. Oui, alors vous le savez, Parcoursup a ouvert le 17 janvier. Enfin, en tout cas, les lycéens ont la possibilité de faire leurs vœux. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe beaucoup de formations hors Parcoursup et qui peuvent être très intéressantes pour les lycéens et étudiants. Alors, une première question, Alexandra, pour commencer. Pourquoi certaines de ces formations choisissent de recruter en dehors du système Parcoursup? Alors, certaines formations cherchent vraiment à garder leur liberté. Je crois que c'est vraiment ça qui les motive. Elles veulent recruter comme elles le souhaitent et surtout au rythme qu'elles souhaitent. Donc, elles gardent une liberté calendaire. Je crois que c'est ça l'objectif. Elles proposent leur propre date de recrutement, de candidature. Et puis, elles proposent plusieurs sessions de recrutement tout au long de l'année. Donc, elles se mettent à recruter, par exemple, dès le mois d'octobre. Mais ça vient aussi avec quelques inconvénients, je crois. Oui, alors évidemment, quand on ne recrute pas sur Parcoursup, on ne bénéficie pas de la visibilité qu'offre Parcoursup. Donc, il faut faire énormément de communication. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors, justement, Alexandra, qu'est-ce qu'on trouve comme formation hors Parcoursup? Alors, on trouve de tout. On va trouver, par exemple, des classes préparatoires qui ne recrutent pas par Parcoursup. On va trouver aussi des écoles spécialisées, par exemple dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans le numérique, la tech, énormément de choses. On va trouver des écoles de commerce, des écoles d'art. Vous voyez, on trouve vraiment de tout hors Parcoursup. Après, il faut aussi bien vérifier la qualité et le sérieux de la formation. C'est toujours le même sujet. Exactement. Sur Parcoursup, on y trouve le pire comme le meilleur. Et bien, hors Parcoursup, c'est la même chose. Donc, quand on postule hors Parcoursup, il faut bien vérifier la qualité de l'enseignement dispensé, le sérieux de la formation. Il faut savoir qu'on peut créer une formation post-bac très vite. Donc, soyez vraiment extrêmement prudents, les étudiants, les lycéens qui nous regardent. Il faut que le diplôme soit reconnu, que l'école montre un peu patte blanche, c'est-à-dire qu'elle ait des labels. Quelques vérifications effectivement à faire avant de se lancer. Il y a quand même des belles formations hors Parcoursup, Alexandra. Bien sûr, il y a des très belles formations. Il y a des formations qui existent depuis très longtemps, qui bénéficient d'un prestige très ancien. Par exemple, Psychoprate, dans la psychologie, c'est vraiment une très belle école. Vous avez des écoles d'art très reconnues qui ne recrutent pas sur Parcoursup, comme Penningen, comme l'Atelier de Sèvres. Vous avez Vatel, vous avez l'École 42 qu'on connaît bien, vous avez l'ISCOM qui est une école de communication. Non, il y a vraiment des belles formations, il faut juste être prudent. Alors, Alexandra, est-ce que c'est intéressant pour les lycéens qui nous regardent et qui nous écoutent de postuler à la fois sur Parcoursup et hors Parcoursup? Alors oui, bien sûr, ça peut être très sécurisant de se dire j'élabore mon Parcoursup, j'ai des vœux sur Parcoursup et puis j'assure mes arrières en postulant dans des formations intéressantes hors Parcoursup. Donc oui, c'est intéressant, mais attention, il faut être très prudent en termes de calendrier. Pourquoi? Parce que si le jeune postule hors Parcoursup avant d'avoir ses résultats Parcoursup et qu'il est pris, ce qui arrive assez souvent, eh bien l'école va lui demander qu'il s'engage. Ça veut dire quoi? Eh bien, ils vont demander un gros chèque pour réserver la place. Le souci, c'est qu'il y a des lycéens qui postulent dans Parcoursup et on va dire qu'il y a 2-3 formations qui vont être leur priorité. Et puis, ils se disent, j'assure mes arrières hors Parcoursup. Et là, ils se retrouvent complètement pris au piège. Et je connais même des familles qui font des gros chèques juste pour réserver la place. Au cas où. Et du coup, ils perdent quand même plusieurs milliers d'euros parce que sur Parcoursup, ils ont un vœu plus intéressant. Effectivement. Alors, quel conseil vous pourriez leur donner, Alexandra? Eh bien, le conseil que je donne aux lycéens, c'est que s'ils souhaitent postuler hors Parcoursup, il faut le faire le plus tardivement possible. Voilà. Il ne faut pas le faire en octobre, en novembre, même en janvier. Il faut calculer pour que les résultats qui vont tomber sur les formations hors Parcoursup tombent à peu près au même moment que les résultats Parcoursup. Comme ça, ils pourront comparer ce qu'ils ont dans Parcoursup et ce qu'ils ont en dehors de Parcoursup. Et faire leur choix sans avoir le couteau sous la gorge. Effectivement. Voilà. Alors, tout ça fonctionne, sauf si le vœu numéro 1 du candidat, enfin du lycéen, c'est une formation hors Parcoursup. Dans ce cas-là, pas de problème.
postulez. Si vous êtes pris, merveilleux, vous signez, vous faites votre chèque et vous n'êtes même pas obligé de faire Parcoursup. Merci Alexandra, vous êtes d'accord, je vous voyais réagir. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Alexandra de Villers. Je peux témoigner d'une ou deux jeunes que j'ai pu accompagner en coaching individuel et qui, dès le mois de novembre, étaient prises dans la formation de leur choix, de leurs rêves et qui regardaient avec un malin plaisir leurs camarades de terminale se frotter finalement à Parcoursup sans avoir besoin de créer de dossier. Ça change tout, hein, c'est sûr. Justement, Parcoursup, pour continuer d'en parler tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue à en parler. Regardez, continue à en parler là maintenant sur le plateau. Anne Thirier et Alexandra de Villers. Anne, je rappelle que vous êtes coach et consultante en orientation. Alors, focus maintenant sur la rubrique activités et centres d'intérêt facultative. Mais vous me disiez en préparant cette interview qu'en fait, elle reflète tellement une part importante de la personnalité de l'élève qu'elle est presque essentielle. Elle est essentielle parce qu'on ne le dira jamais assez, l'élève, ce n'est pas uniquement ses notes, c'est aussi toute une personnalité, des aspirations, des motivations, un projet. Et donc, ils vont pouvoir se rendre visibles à travers cette rubrique. Je tiens à préciser qu'en fait, le jeune va saisir cette rubrique une seule fois et cette rubrique va être visible par l'ensemble des établissements auxquels il aura postulé. D'accord. Donc, on ne la personnalise pas en fonction des formations auxquelles on postule. Alors, c'est une rubrique que j'utilise parfois quand je suis jury d'entretien de sélection. Parfois, on nous positionne sur le Parcoursup et cette rubrique est fondamentale. Alors, ce que je recommande, parce qu'on n'a pas toujours énormément de temps pour la lire, quand on a un gros pavé, c'est pas très confortable. Donc, c'est peut-être plutôt de mettre des bullet points, vous savez, ces petits tirets là, à noter pour rendre visibles les éléments. Et surtout, de dater, qu'on ait la durée, qu'on sache quelle est l'activité, quel a été le contenu. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que le jeune en a tiré, comment il a grandi, quels sont les skills qu'il a pu développer grâce à ça. Et donc, ça sert de base essentielle quand il y a un entretien pour amener des sujets de conversation avec le jeune. Vous partagez le même point de vue, Alexandra. Qu'est-ce que les élèves, quand ils viennent vous voir, puisque vous êtes aussi coach en orientation, vous disent? Ils ont du mal à la remplir, cette rubrique? Oui. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Anne Thirier. C'est essentiel. Je connais beaucoup de formations qui décident in fine, si vous voulez, les candidatures, enfin les choix, avec cette rubrique activité, c'est-à-dire à dossier équivalent, ce qui peut distinguer, ce qui peut permettre à un jeune d'être pris par rapport à un autre, ça va être tout ce qu'il a fait en dehors de l'école. Ça fait toute la différence. Et oui, la personnalité du jeune est absolument essentielle. C'est difficile pour eux de remplir ça. Parfois, ils ne pensent pas à raconter des choses qu'ils ont vécues parce que pour eux, ça semble finalement pas très intéressant. Donc, le conseil vraiment qu'on peut donner aux lycéens, c'est réfléchissez bien à tout ce que vous avez fait dans votre vie. Même une petite chose, un petit investissement, un petit engagement est intéressant pour les formations. C'est culturel, effectivement. Quand je regarde effectivement les formations à l'étranger, et notamment dans les pays anglo-saxons ou aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui nous est demandé dans le dossier. C'est même la première chose quand on doit écrire ce qu'on appelle les essays, donc l'équivalent de les lettres de motivation. C'est essentiel. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ces informations. On parlait avec vous, Alexandra, il y a quelques instants des frais de dossier que certaines écoles peuvent demander. Anne, est-ce que certaines écoles Parcoursup en demandent aussi? Oui, tout à fait. D'autant qu'on a de plus en plus de formations qui vont compléter leur sélection à travers un concours, à travers un entretien, parfois des tests. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a des frais derrière. Oui. Globalement, les frais vont de 30 € à quasiment pratiquement 300 € pour un concours commun à plusieurs écoles. Donc ça peut représenter une somme. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est aussi qu'en général, on a des frais réduits, voire inexistants, pour les personnes boursières. Donc, afin de limiter les freins à la candidature en raison des frais de dossier, c'est quand même dommage. Mais on a une vraie transparence de Parcoursup là-dessus, qui communique systématiquement tous les types de frais, les frais de scolarité et les frais de concours. Mais oui, parce que ça peut être effectivement un frein, Alexandra, à la candidature. L'idée de postuler à certaines écoles, ces frais de dossier. Oui, bien sûr. Alors, très important aussi pour les familles. Anne vient de le dire, c'est très transparent sur Parcoursup. Donc vous allez voir les frais pour l'année suivante, donc combien va coûter l'école, ça c'est sur Parcoursup, les frais de candidature. Et une chose qui est très intéressante aussi, c'est que vous allez pouvoir payer tous ces frais directement sur Parcoursup. Beaucoup de familles cherchent, disent où je paie, ça se fait sur Parcoursup.
tout est sur Parcoursup. Voilà. C'est quand même beaucoup plus simple. Bon, quelles sont les filières les plus demandées sur Parcoursup? Est-ce que déjà on a des statistiques sur le sujet? Alors tout à fait, on a des statistiques. Alors on va peut-être distinguer ce qui est très demandé de ce qui est très sélectif, parce que ça dépend du nombre de places disponibles. Bon, grosso modo, on a les grandes filières, ça va être les études de préparation médecine, donc PASS, les anciennes PASSES. Ça bouge un petit peu sur psycho, sur STAPS et dans le droit. On a beaucoup de demandes sur les IFSI. Les IFSI, ce sont ces instituts de formation aux soins infirmiers, en école d'ingénieur, en école de commerce. Après, si on parle plus de sélectivité, là où on va avoir un taux de sélection fort, on va les trouver en classe préparatoire, sur les CPES, sur les concours d'instituts politiques, et puis également dans les types écoles d'architecture notamment. Vos élèves, vous êtes toutes les deux effectivement coach en orientation. Est-ce que vos élèves arrivent devant vous avec une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire ou de la formation à laquelle ils veulent postuler, ou au contraire ils savent qu'ils veulent faire médecine ou droit, mais c'est pas encore tout à fait clair? Anne, peut-être pour commencer. Alors quand on démarre un bilan d'orientation, c'est tout un processus qu'on va mettre en place avec le jeune. Donc certains arrivent complètement perdus en disant ils ne savent même pas pourquoi ils ont choisi ces spécialités-là. Et donc c'est par ce travail de recherche, d'introspection, de confrontation avec la vie étudiante et les métiers futurs qui vont petit à petit affiner. Mais je dirais que c'est très très variable. Parfois ils arrivent avec une idée préconçue, ils repartent avec une autre. Je ne sais pas comment c'est chez vous, Alexandra. Oui, c'est exactement ça. Alors moi j'ai des lycéens qui viennent me voir en me disant je ne sais pas du tout ce que je veux faire, et ils ont l'air d'être très malheureux. Donc déjà je les rassure en disant pas de problème, ça arrive à beaucoup de gens et à des gens très bien, donc tout va bien. Et puis donc là on travaille, justement l'idée c'est d'essayer de trouver ensemble la voie dans laquelle ils vont s'épanouir. Et il y en a au contraire qui viennent me voir avec une idée très précise, mais ils ne savent pas quoi mettre dans Parcoursup. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils veulent devenir avocat, par exemple, ou médecin, mais après, quel choix je fais sur Parcoursup, c'est aussi un sujet délicat pour eux. Qu'est-ce qui va effectivement me correspondre au mieux? C'est un vaste sujet. Alors, je voulais vous demander aussi à toutes les deux, est-ce qu'il existe de plus en plus une recherche de parité au sein de certaines formations? On pense notamment aux filières du numérique, technique ou d'ingénierie. Est-ce qu'il y a des quotas, par exemple? On pense notamment à l'idée d'avoir de plus en plus de jeunes filles dans ces filières. Est-ce qu'on a des quotas ou des statistiques là-dessus? Alors c'est vrai que attirer les filles dans les filières techniques et scientifiques, c'est une vraie difficulté aujourd'hui, surtout depuis le nouveau bac, où finalement elles ont tendance à s'auto-censurer. J'ai eu connaissance d'un établissement, une grande école d'ingénieurs post-prépa, qui travaille vraiment sur la question et qui en est même à aller contacter des jeunes de seconde, des jeunes filles de seconde, pour les inviter à une université d'été pour découvrir le campus et ainsi les inciter à aller choisir des spécialités scientifiques. Donc le problème, c'est que si elles n'ont pas choisi les spécialités scientifiques, au moment de Parcoursup, elles vont pas pouvoir candidater. Donc je dirais que le problème, il est plutôt en amont. C'est ça, vous partagez le même point de vue aussi. Il y a plus d'éducation et même de travail d'orientation à faire chez les jeunes filles en amont, presque au début du collège, en fait, c'est ça, au moment où tout se joue? Alors, oui, et particulièrement en classe de seconde, puisque c'est là qu'elles vont faire leur choix de spécialité. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien ce qu'ils ont décidé de faire sur Parcoursup cette année, c'est-à-dire d'ouvrir Parcoursup dès la classe de seconde. L'orientation, c'est pas en décembre de terminale, c'est bien avant qu'elle se pense. Donc ça, c'est vraiment une très belle initiative, je trouve, de ceux qui créent et qui améliorent Parcoursup tous les ans. Éviter effectivement les orientations subies. Allez, dernière question avant la fin de cette émission. Vaut-il mieux privilégier une formation dans laquelle on va être bien ou une ville dans laquelle on s'imagine déjà plutôt que la meilleure formation, qu'il soit la number one? C'est une vaste question. Vous avez 4 heures à inspirer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir la meilleure formation? C'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Tout dépend quels sont nos critères. Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est le palmarès justement de cette école? Est-ce que ce sont les débouchés? Est-ce que c'est la spécialisation, le fait de pouvoir partir en alternance? Chacun a sa propre réponse. Et surtout, je voudrais rassurer les jeunes, parce que parfois, ils ont l'impression qu'en choisissant, ils vont renoncer. Eh bien, la formation, c'est un moyen de construire son projet professionnel et qu'il n'y a pas qu'une seule voie possible. La réalité va arriver après les études. Et donc, ayons confiance. Ayons confiance, aussi le message que vous voulez faire passer à nos téléspectateurs, Alexandra. Oui, tout à fait. Et vraiment, les lycéens qui nous écoutent, allez rencontrer les écoles, participer à des journées d'immersion dans les écoles. Et ça va vous permettre de
vous demandez si vous allez être heureux là-bas. Il faut être heureux dans ses études, ça me semble absolument essentiel, c'est comme ça qu'on les réussit le mieux. Effectivement, et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Parcoursup, vous le voyez, n'a plus aucun secret pour vous grâce à notre invitée, notre chroniqueuse. Merci encore 1000 fois à vous, Anne Sirier, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes coach et consultante en orientation. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Alexandra De Villers, d'avoir participé à ce grand débat sur Parcoursup. On le sait, qui inquiète, mais vous le voyez, maintenant vous êtes désormais rassurés. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir accordé votre temps, de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'école du futur. Ciao.